7h05 sur Radio Fidélité. Et je le disais tout à l'heure, ce matin, Tiffaine Sellier part de nouveau à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Et aujourd'hui, Tiffaine, vous nous emmenez sur la côte. Bonjour. À la paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage, le Croisic, Bas-sur-Mer, le Pouliguen, 3 communes, 3 clochers et une paroisse qui vit au rythme de la mer. Ici, la vie paroissiale n'est pas tout à fait comme ailleurs. L'été, les plages se remplissent, les messes débordent, les vacanciers s'invitent dans les célébrations. L'hiver, le territoire retrouve son visage intime, fidèle, presque secret. Et toute l'année, des hommes et des femmes font vivre cette communauté avec conviction, avec créativité, parfois avec les pieds dans le sel. Et pour nous guider dans cette découverte, je suis accueillie, Clara, ce matin par le père Rémi Crochu, curé de Saint-Yves de la Côte-Sauvage. Bonjour père. Bonjour. Voici ce que nous préparons pour ces 2 heures. Jusqu'à 7h30, vous allez faire connaissance avec le père Rémi Crochu, arrivé ici il y a 6 mois seulement. Il nous dira comment on fait vivre 3 communes. Après 8 ans. Oh, qu'est-ce que je raconte ? Je suis un peu fatiguée ce matin, Clara, excusez-moi. Arrivé il y a 6 mois seulement, après 8 ans dans le nord du diocèse, un prêtre qui découvre avec enthousiasme cette paroisse côtière après 2 ans sans curé. À 7h31, place à la vie paroissiale. Nathalie Perrochot, la coordinatrice pastorale paroissiale, nous dira comment on fait vivre 3 communes entre marée touristique et vie de quartier. Puis nous parlerons du pardon de Saint-Guénolé à Bas, de la fête de la mer le 15 août au Croisic et des concerts de musique classique dans les clochers, une tradition qui dure depuis 53 ans. À 8h, nous rencontrerons 2 sœurs religieuses entre 85 et 93 ans, logées en plein centre du Croisic, face à l'église, discrètes et fidèlement présentes. Et puis Dominique Foucard nous fera voyager dans l'histoire de cette paroisse côtière. Et enfin, pour terminer, à 8h45, Jean-Charles Nicole, fils de paludier, nous révélera les secrets d'un métier millénaire, celui qui transforme l'eau de l'Atlantique en cristaux de sel depuis l'an 945. 2 heures en soi au cœur d'une paroisse qui sent le large et la fleur de sel. C'est parti. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur. EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Père Rémi Crochu, merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. Au Croisic. On va parler de votre paroisse côtière aux 3 clochers qui vit au rythme des saisons, on peut le dire. Mais avant cela, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps de faire votre connaissance, qu'on parle un peu de votre parcours, de votre vision du ministère. Pour commencer, peut-être on peut revenir pas mal d'années en arrière. Comment est-ce que vous avez reçu cet appel à devenir prêtre ? Oula. Je vous prends au dépourvu. C'est un appel qui remonte à... je pourrais te donner une date et même une heure pour être précis, parce que le 31 mars 1984, entre 11h et 11h15 du matin, c'est très précis. Dans la ville d'Assise, où j'étais je crois que c'est la première fois, où je retrouvais en fait une de mes sœurs qui était rentrée dans un monastère, les Clarisses. J'ai vécu un événement qui a été assez décisif dans ma vie et qui a été comme c'est mon point zéro, si vous voulez, de ma vocation, avec une préparation inévitablement et inconsciente de cette vocation dans différentes rencontres et puis dans un bain familial chrétien, certainement, mais il y a cet événement-là comme si quelque chose se catalysait dans cet instant-là devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur me disant, je t'appelle. Ça donnait lieu à un truc assez cocasse parce que ce jour-là, je quittais ma sœur dans son monastère. Je la retrouve un peu par hasard, vraiment un peu par hasard, au moment où j'attrape ma valise et filais prendre mon train. Et en lui faisant une dernière bise, je lui dis, écoute, faut que tu pries pour moi parce que je crois que le Seigneur m'appelle à devenir prêtre. Et elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit, ça fait 3 jours que t'es ici et tu m'as rien dit. Et je lui dis, je pouvais pas te le dire, j'étais pas au courant.
Voilà. Ça l'a étonné? Oui, Oui. oui, certainement. Certainement. J'ai pas eu le temps de vérifier à quel point, Oui. mais ce qui est certain, c'est que pour ça tisser un lien entre nous deux, peut-être encore plus fort qu'auparavant. Donc Assise a une place particulière dans votre vie maintenant. Vous avez tout compris. Et Saint-François certainement Et aussi. François aussi, dont nous fêtons le 800e cette année. Exactement. Incroyable. Ouais. Alors si on fait un bond dans le temps et qu'on revient à vos premières années de ministère, c'était dans le secteur de Pornic, à la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste en Ré. Qu'est-ce qui a marqué vos débuts de jeune prêtre? Alors là, j'étais plus tout à fait jeune prêtre parce que c'était la première fois que j'étais curé. J'avais une quarantaine. Plutôt jeune curé alors, oui, parce qu'avant vous aviez eu des missions. Voilà. Mais comme c'est ce qui m'a marqué le plus, et qui continue de m'embarquer et m'impressionner fortement, c'est qu'on puisse, c'est d'abord qu'un évêque puisse me faire confiance. C'est bête à dire, hein, mais voilà. En se disant, t'es là, je sais pas quel mot utiliser parce que tout est un peu piégeux au pilotage d'une paroisse, mais j'aime pas beaucoup ces termes-là par nature, par tempérament. Je suis pas un chef au sens d'un chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Alors au service. Mais c'est vrai que ça nous met, ça nous plonge. François aurait dit Saint François, puisqu'on fait référence à lui, il aurait dit plutôt le gardien de la communauté. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup cette expression. Voilà, quelqu'un qui veille sur un de mes voisins ces dernières années, j'ai beaucoup aimé l'expression dit je suis un facilitateur. Voilà, j'ai découvert ça. Oui. Quelqu'un qui c'est un joli terme. Qui fait en sorte que la communauté puisse de la communauté puisse émerger les charismes et les dons et c'est à ce service-là que nous sommes, nous les curés, et pas le grand fait-tout, le chef d'orchestre, enfin l'homme orchestre quoi. Je suis un peu musicien, vous savez peut-être, mais oui, vous avez une famille d'artistes, vous êtes issu d'une famille d'artistes. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que la notion d'orchestre pour moi a une place assez prépondérante pour penser mon ministère de prêtre. Je sais pas si donc il faut faire une belle symphonie. Il faut que la paroisse. Oui. Ensuite, l'évêque vous a confié la paroisse Saint-Gildas de la Mer en Pays de Jade, en plus de Pornic. C'était compliqué de gérer 2 territoires en même temps? Ça tombait à une époque où déjà le nombre de prêtres diminuait fortement, puis l'évêque était devant des équations impossibles, hein, un peu des chaises musicales à l'envers. Mais ça a été... comment dire, j'ai souvent pensé à faire la comparaison avec une famille. Quand on est dans une famille, on accueille un enfant, puis un deuxième, puis un troisième, et puis chez moi c'est allé jusqu'à 7 dans ma famille. Ces élargissements font partie de la nature humaine, quoi. Oui. C'est peut-être un élargissement de la générosité, mais je ne sais pas trop. Oui, vous l'avez pas pris comme une charge en plus. Vous l'avez vu comme autre chose, comme sans doute, nouvel enfant. Au point de départ, certainement comme une charge supplémentaire. Mais ça a été vite géré, psychologiquement. Et puis vous êtes parti à Valette et au Leroux-Botreau. 2 paroisses là aussi. Voilà, en même temps encore. Comme quoi vous saviez très bien gérer 2 paroisses, puisqu'on en a encore confié 2. Comme quoi l'évêque me faisait encore confiance. J'essaye d'avancer un petit peu. Après, en 2017, vous traversez la Loire pour aller dans le pays de la Mai et le pays nauséen. 2 paroisses, Saint-Guénolé et Saint-Clair, 14 clochers sur 2 territoires différents. C'était encore une mission assez remplie. Et vous changez complètement de territoire quand même. Hein. On parle vous avez eu le bord de mer, puis le vignoble, et ensuite vous remontez dans les terres. C'est très différent à chaque fois. La population est très différente. Oui, je fais un petit tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le diocèse, mais c'est dans la nature du prêtre. Hein. Il n'est pas d'abord prêtre en paroisse, il est prêtre diocésain. Moi, je me suis pas marié avec, j'ose dire ça, je suis pas marié avec les paroisses. Je suis marié avec le diocèse. Il y a un trop, vraiment, c'est le presbytérium qui est en jeu là-dedans. Donc c'est sûr que c'est un arrachement à chaque fois qu'on quitte une communauté. C'est une découverte. Je vois par exemple ici, c'est hallucinant, hein, une découverte d'un territoire, d'une histoire, entrer dans une histoire, hein, dans une fidélité. Et puis
dans une culture, découvrir de nouvelles personnes. Hein. Il y a un travail d'apprivoisement pour moi depuis 6 mois qui est très heureux, parce qu'en même temps je me sens super accueilli. Hein. C'est fabuleux, mais c'est exigeant, hein, au quotidien. Il faut ingurgiter beaucoup de choses. Vous avez dit en septembre 2025 justement avoir été accueilli avec un bel enthousiasme après 2 ans sans curé. Vous attendiez à cet enthousiasme, cet accueil ? Ah, c'est certain. C'est certain que l'enthousiasme était là. Je m'y attendais, je ne sais pas. En tout cas, très immédiatement, j'ai perçu que faut dire que peut-être cette paroisse n'était pas dans la configuration diocésaine, dans la diminution du nombre de prêtres encore sensible fortement aujourd'hui. L'inquiétude était portée très légitimement par la communauté de savoir aura-t-on un curé, quoi, hein. La nouveauté peut-être de cette année, c'est qu'effectivement il n'y a plus qu'un seul prêtre. L'année dernière il y avait encore un prêtre, le père Michel, qui donnait un petit coup de main, qui a eu le malheur de décéder d'un cancer au mois d'avril dernier. C'est pas sans conséquence sur la vie d'une communauté, et tout le monde sait bien qu'on est dans une période difficile. Moi je travaille un peu à flux tendu. C'est pas sans inquiétude, hein, la situation dans laquelle nous sommes actuellement. On va revenir à votre paroisse. Juste une dernière chose pour conclure votre parcours. Vous êtes arrivé à Derval avant le Croisic, hein, c'était dans le nord du diocèse, dans un contexte un petit peu douloureux. Votre prédécesseur était décédé soudainement. Comment on prend les choses en main dans ce cas-là ? Je dois vous dire que c'était vraiment une configuration qui a été pour moi très très particulière, difficile, profondément difficile, parce que à la fois il fallait accompagner une communauté qui continuait un travail de deuil. Ça faisait que 9 mois quand je suis arrivé que Pierre-Yves était décédé. Un vrai travail de deuil, une communauté j'allais dire abîmé, parce que elle se demandait aussi, c'était tellement brutal, se demandait pour quelle raison il était parti. Est-ce que on n'avait pas une part de responsabilité, voilà. Moi j'arrive avec ma nouveauté, avec une naïveté que je peux peut-être ici rappeler, en me disant je vais pouvoir enfin me reposer un peu. Enfin, il y avait un petit côté comme ça au moment où j'arrivais, et cette naïveté je l'ai très vite perdue en réalisant que il fallait beaucoup accompagner des personnes dans le premier cercle de la communauté, accompagner des personnes en souffrance profonde, et tout en même temps, moi, portant cette exigence de faire en sorte que la communauté se replie pas sur son deuil, mais au contraire fasse un vrai travail pour avancer, regarder plus loin, voilà. Et ça, c'était un vrai travail de pasteur. Et très difficile. Donc, là, je crois que c'était vraiment un des moments les plus difficiles de mon ministère, ça. Mais au moins, comme ça, vous ressentez plus fort. Donc 8 ans, et ensuite vous êtes arrivé ici. Merci pour ce retour sur votre parcours. On va parler de votre paroisse, de votre arrivée ici juste après. L'évangile de ce vendredi 13 mars, il s'agit de l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
et personne n'osait plus l'interroger. Il y a quelques jours, Jésus nous disait « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Et l'évangile d'aujourd'hui nous éclaire encore un peu sur ce chemin. Le premier commandement, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ça, c'est la loi de Dieu. La loi transmise au peuple qui est et reste au cœur de ses enfants. Cette loi, Jésus n'est pas venu pour l'abolir. Mais, tout aussi important que le premier commandement, il y a celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est l'accomplissement de la loi. Ce court passage résume à lui tout seul l'enseignement de Jésus. Dieu aime chaque homme, il aime chaque femme. Il aime particulièrement les plus fragiles, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, ceux qui ont faim, ceux qui sont malades, en prison. Alors comment pouvons-nous aimer Dieu sans aimer nos frères ? Comment dire j'aime le Seigneur, mais je ne supporte pas un tel qui ne pense pas comme moi, ou un tel autre dont la vie n'est pas conforme à mon idée. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que j'y parviens tous les jours. D'ailleurs j'essaye, mais c'est difficile. Et puis c'est pas ma faute. C'est la faute des autres. La faute de tous ceux qui ne font aucun effort pour se rendre aimables. Il y a quelques jours, j'ai lu dans La Croix un éditorial qui portait sur les multiples incivilités auxquelles nous sommes confrontés. Et à y bien regarder, beaucoup de gens ne font aucun effort pour qu'on les aime. Puis je vais vous l'avouer, il y a pire que ça. Je suis certain que certains me trouvent insupportable. Parce que finalement, moi non plus, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour penser comme eux, ou pour mettre ma vie en conformité avec leurs exigences. Non, je ne dis pas que c'est facile. Seulement voilà, nous n'avons pas le choix. Le commandement de Jésus n'est pas « aimez ceux que vous pouvez et je m'occuperai des autres ». Il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et voici la lueur d'espoir. Avec ces deux commandements, Jésus nous donne tout son sens à la loi. Et maintenant, la loi du Christ, la loi d'amour, donne tout son sens à notre vie. Nous avons à prendre chaque jour notre place dans la société. Nous avons chaque jour à participer à la vie du monde. Et pour nous chrétiens, il s'agit de notre contribution à la construction du royaume de Dieu. Notre participation, nos choix, notre contribution doivent être éclairés par cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors essayer d'aimer son prochain comme soi-même, voilà un bel effort de carême. Ça dépend si on sait. Et on vient d'entendre l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34, commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent du diocèse de Nantes. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage avec vous, Père Rémi Crochu. Père Rémi, peut-être une réaction sur cet évangile, aimer son prochain comme soi-même, déjà d'une part en ces temps troublés, en ces temps de guerre et en même temps en carême. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En l'écoutant, je me disais, je préparais déjà mon homélie de ce soir dans ma tête, peut-être, mais je me disais que cet évangile, il est une invitation à. Quand Jésus nous dit "tu n'es pas loin", moi j'aime beaucoup ce petit commentaire de quelqu'un qui disait quelle est la différence entre la formule de cet homme-là et puis Jésus qui reprend le texte. C'est juste, il manque juste une petite phrase qui dit tout, c'est écoute Israël. Et dans les deux, il manque ça. Et le écoute, ça veut dire, c'est pas d'abord des formules, des règles morales qu'il faut appliquer pour être un bon chrétien. La première chose, c'est tourner son cœur vers Dieu.
Et ça, c'est comprendre que je suis aimé, infiniment aimé par Dieu, et que la première chose à faire, c'est me préoccuper de ma réponse d'amour, qui va passer par l'amour des frères, etc., enfin l'amour du prochain, mais ce qui est premier, c'est de sentir... Et c'est là le grand mystère. Le grand mystère de la vie chrétienne, c'est de croire que Dieu allume cette petite lampe au cœur des hommes, des femmes que nous rencontrons. Je suis là, je t'accompagne et je t'aime. Ça, c'est vrai. Je trouve qu'au cœur de mon ministère, c'est une des plus grandes dimensions de ma charge. C'est de faciliter, puis je reprends le mot de tout à l'heure, mais faciliter ça, cette rencontre avec le Seigneur. Et pas simplement sortir, faire apprendre des formules et des pratiques morales. Et vous parlez toujours de chef d'orchestre, et je reprends, donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes arrivé à Saint-Yves de la Côte-Sauvage il y a 6 mois. Vous êtes aujourd'hui le seul prêtre, là où il y a quelques années ils étaient encore plusieurs. Là, il y a 15 ans, ils étaient plusieurs. Comment on fait église dans ces conditions, justement ? Je sais pas, je crois pas qu'il y ait vraiment de recette. Ce qui est certain, c'est que je vais reprendre peut-être l'image de l'orchestre. Au fond, le prêtre là-dedans, il est un peu un chef d'orchestre. Je l'ai été un petit peu, ou surtout chef de chœur, étant plus jeune, avant de rentrer au séminaire. C'est assez curieux parce que cette image-là, je la trouve très belle au sens où c'est pas d'abord celui qui fait. Vous remarquez, c'est le seul qui sort pas de musique, quoi, au fond. Oui. C'est étrange, alors que c'est un excellent musicien la plupart du temps. C'est vraiment un excellent musicien. Mais son obsession permanente pour le chef d'orchestre, c'est la partition et la fidélité à la partition. Et donc faire en sorte que chacun contribue. Alors pour nous, la partition, c'est l'évangile. Hein. Et moi, ma mission, c'est de faire en sorte que la partition de l'évangile soit jouée par des musiciens, tout en considérant que celui qui est le violon n'est pas la contrebasse, la trompette, le hautbois, etc. Oui, c'est très différent. Mais et le pire du pire, hein, c'est quand dans la communauté, l'un n'est pas à sa place. Il s'engouffre ou ici, il est incompétent dans son instrument. Oui, alors ça, c'était redoutable. Ou qu'il joue en solo. Oui, ça c'est là où on attend que et on a ça, on a tout ça. Bah oui, l'Église c'est le monde, c'est tout. Voilà. Et justement, il y a eu 2 ans sans curé avant vous. Est-ce que ça a changé la manière dont les laïcs s'impliquent ? Parce que quand on est chef d'orchestre, il faut beaucoup de laïcs, comme il faut un bel orchestre. Oui. Le fait de ne pas avoir eu de curé avant, ça a permis aux laïcs de se mobiliser ? Je ne sais pas. Alors là, j'ai pas assez d'éléments d'analyse. Je trouve que mon prédécesseur Je demanderai à Nathalie Perrochot. Nathalie pourrait effectivement dire ça mieux que moi, mais je pense que mon prédécesseur, le père Martin, était vraiment remarquable dans les conditions un peu difficiles qu'on lui imposait, hein, d'administrateur et non pas de curé. Il était absolument remarquable dans sa capacité, en tout cas, de maintenir à minima une vie de communauté. Voilà. Mais ce qui est certain, j'arrive dans une paroisse avec peut-être que ça tient à l'âge moyen de cette communauté, qui a ses inconvénients, mais qui a certainement aussi tous ses avantages. Ses avantages, c'est que je m'appuie sur des gens qui ont acquis des capacités, des aptitudes paroissiales. Parfois, dans d'autres communautés, un certain nombre arrivent sur la paroisse au moment de la retraite. Et voilà. C'est un enrichissement assez étonnant pour la paroisse, je trouve, en espérant que l'osmose se fasse bien avec ceux qui sont là depuis toujours. Et voilà. Mais on voit bien qu'il y a un réel enrichissement et il y a une densité de compétences réunies sur cette paroisse assez forte. Sur une paroisse qui n'est pas aisée à unifier, parce qu'on a 3 clochers, 3 communes très différentes, avec des cultures très différentes. Il n'y a pas si longtemps, chacun avait en effet son curé. Il faut marier ça. Je vous laisse juste imaginer, toujours dans cette image de la musique, hein, mais il faut marier très concrètement des répertoires. Oui.
Je vois très bien. On a des Bretons bien ancrés, et puis quand on débarque avec un répertoire type Il est vivant, Emmanuel, etc. Il faut marier les sensibilités, les âges, oui. Et on va en parler avec Nathalie Perrochot. Merci infiniment, Père Rémi. Vous restez avec nous. Il est 7h passé de 30 minutes. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale de Saint-Yves de la Côte-Sauvage avec des témoignages de paroissiens engagés. Restez avec nous. Ce sera juste après une page de publicité et la météo. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. Et un point sur la météo qui vous attend aujourd'hui. La journée s'annonce très grise sur l'ensemble du département avec des pluies attendues. Une bonne partie de la journée, surtout dans l'après-midi. Ce matin, on relève 11 degrés à Pontchâteau, Nord-sur-Erdre et Savenay, 12 à Clisson, Valette et Le Palais et 13 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, un ciel qui reste assez couvert. Maussade accompagné d'averses possibles. 9 degrés attendus à Rozay et Bougnay. 10 pour Houdon et Carquefou et 10 degrés également à Noirmoutier ou encore Fromentine. En soirée, une atmosphère qui demeure assez humide, des brumes locales et des températures qui baissent légèrement. Il fera 7 degrés à la Planche, 8 pour Monnières et 9 degrés du côté de Saint-Viaud. Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu à 22h18 aujourd'hui. Prochaine marée haute à 14h24 avec un coefficient de 24 pour aujourd'hui. Voilà pour votre météo en ce vendredi 13 mars. Tout de suite, on retrouve Tiffaine pour le tour des clochers. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Et vous êtes, il est 7h passé de 32 minutes, 33 minutes. Nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage, toujours en compagnie du père Rémi Crochu. Place maintenant au témoignage qui illustre le dynamisme de cette communauté côtière, chrétienne aussi. Et j'accueille maintenant Nathalie Perrochot, la coordinatrice pastorale paroissiale. Bonjour Nathalie. Bonjour. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien. Donc vous êtes, je l'ai dit, coordinatrice pastorale paroissiale de Saint-Yves depuis septembre 2024, 1 an et demi environ. C'est une mission récente, mais vous connaissiez déjà bien la paroisse puisque vous étiez auparavant laïque en mission, donc LEM. Comment est-ce que vous décririez-vous cette communauté à quelqu'un qui ne la connaît pas ? À savoir nos auditeurs. Alors, c'est une communauté assez diverse. En fait, il n'y a que 3 clochers, mais chaque clocher a son identité propre. Il y a le Croisic qui est plutôt tourné vers la mer, qui est un monde historiquement issu de la pêche. La communauté de Basse-sur-Mer, c'est plutôt une communauté de paludiers, plutôt du coup de gens de la terre, et le Pouliguen qui est plus proche de la Baule, c'est plutôt balnéaire. Donc c'est vraiment 3 communautés avec des identités bien marquées, je trouve. Et vous pourtant, vous travaillez bien ensemble. Justement, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette vie paroissiale soit commune à 3 clochers si différents ? Père Rémi, vous pouvez aussi répondre. C'est un exercice. On est toujours sur une corde raide. C'est que moi, quand je suis arrivé en septembre,
j'ai au moins essayé de dire, je ne sais pas si je parviendrai à être fidèle à cet engagement-là, mais j'ai essayé de dire que je n'étais pas envoyé au service de 3 clochers, mais au service d'une seule paroisse. J'ai aussi, je me suis engagé à être au service de tous et pas de quelques-uns. C'est une tentation très possible quand on est curé. Par sensibilité, il y a des gens avec lesquels ça passe. Enfin, c'est inévitable, c'est humain. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un curé. On attend d'un curé qu'il est. Voilà. Le fait est que c'est. Je le dis avec un petit fond, je dirais pas douloureux, mais d'inquiétude. Le fait est que spontanément, il y a des gens qui viennent à vous et que vous rencontrez facilement. Moi, j'ai rencontré des tas de gens déjà depuis 6 mois. Mais il y a des mondes entiers que je ne connais pas. Et dans cette paroisse, il y a des gens, par exemple, le monde des marins et des pêcheurs, mais pratiquement inconnus. Encore aujourd'hui, après 6 mois de présence. 6 mois, c'est court encore quand même. Je pourrais presque dire la même chose du monde des paludiers. Ah bah alors ça va être le moment ce matin pour faire leur découverte. C'est vraiment. Je vous dis ça parce que moi j'ai compris ça quand j'étais en paroisse, dans ma précédente paroisse. Le monde du rural, par exemple, n'invite pas. Ici, moi je suis hyper invité. Je crois que j'ai dû manger une 30aine de fois devant mon assiette. Et je mens pas. Voilà. Ce qui est certain, c'est que je suis énormément invité. Mais il y a des mondes qui n'invitent pas. Et donc, si tu t'es pas invité, faut frapper à la porte. Il y a pas trop d'autres solutions. Il faut pas être timide. Il faut pas être timide dans ce métier-là. Ça, c'est évident. C'est évident, mais c'est pas. On fait avec nos tempéraments, nous prêtres aussi. Voilà. Donc ça, c'est une de mes grandes questions. Mais alors, quels sont aujourd'hui justement vos chantiers prioritaires à tous les deux? Vous faites partie de l'EAP. Il y a d'autres personnes dans l'EAP. Quels sont les chantiers prioritaires pour cette année-là? À part peut-être d'aller justement vers le monde des marins, d'essayer de rencontrer les paludiers. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers prioritaires? On pourrait en lister quelques-uns. Ce qui est certain, c'est que dès que je suis arrivé, j'ai lancé une initiative de constitution à défaut d'avoir ce qu'on appelle un conseil pastoral paroissial. On a suscité une assemblée paroissiale et a émergé de cette rencontre-là quelque chose qui va ressembler peu à peu à ce qu'on peut appeler dans d'autres paroisses un projet pastoral. Et là, un certain nombre de lignes ont été dessinées. Je sais pas si t'en viens comme ça, Nathalie, spontanément, l'une ou l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'on a noté quelques points d'attention autour de la place des familles dans la communauté, même si elles sont pas très nombreuses. C'est la configuration de cette paroisse, le difficile accès à l'habitat pour les jeunes familles fait que on a une population qui assez naturellement est assez plus âgée. Oui, le logement est très cher ici à l'année. Nathalie Perrochot, le rythme saisonnier avec l'été, la population qui peut tripler ou plus. Vous avez des renforts. Comment vous adaptez la pastorale à ça? Est-ce que et je le disais avant, il y a eu 2 ans sans curé. Est-ce que les laïcs du coup s'impliquent plus, sont habitués à plus s'impliquer? Alors en fait, les forces vives étaient déjà là. Qu'il y ait eu pas de curé, effectivement, qu'il y ait eu un administrateur pendant 2 ans. Je pense pas, j'ai pas eu l'impression que ça ait véritablement impacté la vie de la paroisse, parce que les gens ne se sont pas désengagés de ce fait-là. Par contre, c'est vrai qu'ils ont été vraiment contents d'accueillir de nouveau un curé à la rentrée dernière, mais les gens ne se sont pas désengagés. Ils ont quand même continué. Ça change quoi concrètement? Je me mets à la place d'un auditeur qui n'a jamais eu de prêtre, qui n'a pas eu de curé. Qu'est-ce que ça changeait pastoralement? Alors pastoralement, ce que ça changeait quand même, c'est que l'administrateur n'a pas les mêmes pouvoirs entre guillemets que le curé,
pas aussi étendue. Il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre. Donc j'ai eu l'impression, en fait, c'est un peu comme si la paroisse avait été un petit peu une belle endormie pendant 2 ans. Il n'y a pas vraiment de décisions importantes qui comme ont si pu on être stagnait. prises. Voilà, c'est ça. C'était un petit peu à l'arrêt. Et du coup, l'enthousiasme s'explique par le fait que tout le monde s'est dit, ça allait repartir, qu'on allait pouvoir mettre des choses en place, qui allaient pouvoir se décider, qui n'étaient pas dans le pouvoir du père Martin, qui a fait ce qu'il a pu pendant 2 ans pour maintenir la vie de la communauté. Donc l'été, je disais, c'est quand même une paroisse qui a cette particularité d'accueillir beaucoup de monde l'été. Oui. Vous êtes nombreux à gérer justement toutes ces... parce que généralement l'été les gens partent, il n'y a pas forcément de main forte. Là oui, c'est le cas. Alors la spécificité de notre région, c'est justement que les gens ne partent pas l'été. La plupart, comme ce sont beaucoup de retraités, ils accueillent au contraire leur famille. Alors ça peut poser même des petits problèmes parce qu'il faut aussi qu'ils consacrent du temps à leur famille et ils se désengagent pas totalement non plus de la vie de la paroisse, mais quelquefois c'est de la corde raide encore plus l'été que l'hiver. Et on n'a pas forcément d'aide en plus. Oui. Alors il y a certains clochers où ça arrive par exemple que pour l'animation des messes, il y a un petit peu de renfort, mais c'est pas vrai partout. Donc il y a plus de messes l'été par exemple à animer et avec pas plus d'animateurs à certains endroits. Donc il faut être disponible. Et au niveau des prêtres, comment ça se passe l'été ? C'est compliqué. Alors en fait, il y a une tradition assez lointaine maintenant, on peut dire, d'accueil d'un prêtre ou 2 supplémentaires. Là, on sait déjà que pour 2026, on a un prêtre qui était là cet été 2025, qui va revenir du Burkina Faso, qui va revenir pour les 2 mois de juillet et août, et qui, le Jean au Pouliguen, va desservir les... alors essentiellement c'est une pastorale liturgique, dominicale. Oui, oui, dans les paroisses côtières ont souvent des prêtres africains qui viennent en renfort l'été. Avant de passer vraiment à l'été, justement à tout ce qui se passe avec les fêtes estivales, avec Marie, Yannick, Nicole et Anne-Charlotte Delpierre, une dernière question. Vous avez lancé le caté en famille en janvier. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est vraiment de rassembler les familles et ne pas seulement considérer les enfants dans la catéchèse. Familles qui sont peu nombreuses ici, on le disait. Voilà, c'est ça. Donc on en prend soin. On essaye, en tout cas. Et du coup, on a proposé de les rassembler et de prendre, après un petit temps d'accueil commun, les enfants les plus petits, les 4-7 ans, avec une personne qui leur fait faire une activité. Les enfants de 7 à 11 ans de l'âge de la catéchèse avec un autre groupe. Et les adultes sont pris en charge aussi par le père Rémy et d'autres paroissiens pour les accompagner aussi un petit peu dans leur vie chrétienne et dans leur tâche d'éducation chrétienne de leurs enfants. Et ça marche ? Enfin, je veux dire, ils apprécient, ils viennent avec enthousiasme. On n'a que 2 petites expériences pour l'instant, mais manifestement, ça fonctionne pas mal. Ce qu'on attend, évidemment, c'est un succès à la fois numérique, on peut le dire comme ça, mais aussi qu'il y a une certaine fécondité. La nouveauté de cette affaire-là, je trouve que c'est un vrai défi et je pense qu'on peut y arriver. C'est qu'on prend plus simplement en considération les demandes individuelles, un enfant ci, un enfant ça, mais on prend la famille en entier. Et je pense qu'il y a des familles qui ont bien senti ça. Enfin, c'était perceptible ce dimanche dernier là, qu'on s'occupe du bien de la famille, qu'on puisse vivre quelque chose en famille. Il y a quelque chose, il y a un en plus. Oui. Merci beaucoup Nathalie Perrochot. Je rappelle que vous êtes CPP, coordinatrice pastorale paroissiale. Alors justement, on parlait de vie paroissiale en été. 2 grandes fêtes rythment ce territoire. C'est le tour des clochers. Et donc là, j'accueille Marie-Annick Nicole. Bonjour Marie-Annick. Bonjour madame. Vous participez à l'organisation du Pardon de Saint-Guénolé à Bas-sur-Mer. C'est l'un des grands rendez-vous de la presqu'île guérandaise. Racontez-nous ce pardon, c'est quoi exactement ? Alors, ce pardon se déroule en général le 2e dimanche du mois d'août. Pour 2026,
Il se déroulera le 9 août à Bas-sur-Mer, donc dans l'église Saint-Guénolé. Ce pardon, nous avons fêté ses 100 ans en 2019. Apparemment, c'est venu en 1880 par là, avec l'arrivée du chemin de fer, qui a apporté beaucoup de touristes dans la presqu'île irlandaise jusqu'au Croisic. Et on disait à l'époque les baigneurs. Les baigneurs, c'était ceux qui viennent, les touristes qui arrivaient. C'est joli. Et je pense que auparavant on fêtait une fête qui s'appelait l'Assemblée, et après c'est devenu le pardon. Alors là, à l'heure actuelle, on s'occupe plutôt de la partie religieuse avec la paroisse. Donc le pardon se déroule, commence par on prépare Saint-Guénolé, la statue de Saint-Guénolé qui se trouve dans l'église de Bas. On la met sur un brancard, on la décore de fleurs de marais et on l'emmène dans la chapelle du Mûrier. C'est une chapelle qui se trouve juste à côté de l'église de Bas. Et de là, le clergé s'y rend, ainsi que les fidèles et les groupes folkloriques, notamment le groupe des Paludiers en costume, puisqu'on a un très joli costume à bas qui a la spécificité d'être un des 10 plus anciens de Bretagne et qui n'a pas évolué. Beaucoup de costumes en Bretagne ont évolué dans le temps, mais le nôtre n'a pas évolué et il est très coloré. On a vraiment un très beau costume. Ensuite, de la chapelle du Mûrier, le clergé s'y rend, bien sûr. On part en procession jusqu'à l'église. Donc, on part avec la croix, les porteurs de sel, un couple de paludiers. On essaie de trouver un couple de paludiers qui va offrir le sel pendant la messe. Les mariés du jour, puisqu'il y a des mariés du jour qui sont costumés en paludier également, ainsi que le cercle celtique des paludiers et les autres groupes qui veulent bien s'y joindre. On se rend donc à l'église de Bas et pendant la messe, le couple de paludiers offre justement le sel au prêtre qui préside, ce sera le père Rémi Crochu cette année, qui préside la cérémonie. Ça rassemble beaucoup de monde, ce pardon Saint-Guénolé. Oui, bien sûr, ça attire énormément de monde, parce qu'après il y a la fête profane. À la sortie de la messe, il y a donc le défilé. Oui, il y a deux dimensions, religieuse voilà. et festive. Du coup, vous travaillez avec l'association Saint-Guénolé particulièrement? Alors, moi, pas en tant que bénévole, mais il y a quand même 3 personnes sur la paroisse de Bas qui s'occupent d'organiser cette partie profane. Ouais. Parce que c'est vraiment un gros morceau. Il y a une personne qui ne s'occupe à longueur d'année que de réserver les groupes, parce qu'il y a une douzaine de groupes folkloriques qui viennent se joindre ensuite pour le défilé et la fête l'après-midi. Du coup, c'est une fête qui en fait évolue. Elle j'imagine qu'en fonction des groupes, en fonction du folklore, mais en même temps, elle reste fidèle à la tradition. C'est un peu des deux. Ah oui, bien sûr. Le matin, quand même, on est fidèle à la tradition de sortir Saint-Guénolé pour ce jour-là. Et oui, on est quand même. C'est une fierté pour la paroisse, fierté, bien sûr. Oui, et pour Bas. Et pour Bas aussi, oui. C'est une des grandes fêtes de la saison, quoi. Il y a aussi les nuits salines, mais qui est tout à fait en dehors. Mais ça fait vraiment partie des grandes fêtes de Bas-sur-Mer. Ça va être votre première, Père Rémi? Oui, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, parce que pour moi, ça représente évidemment pas grand-chose. Et vous êtes jeté dans le bain le 9 août. J'étais dans le sel, oui. J'étais dans le sel, exactement. Voilà. Et puis il y a une deuxième fête, et pour ça j'accueille Anne-Charlotte Delpierre. Bonjour. Vous pouvez prendre le deuxième micro et rester assise, ne vous inquiétez pas. Il est juste là, voilà, merci. Vous êtes membre de l'EAP, Anne-Charlotte. Vous êtes impliquée depuis 2 saisons dans l'organisation de la fête de la mer au Croisic qui a lieu le 15 août. Le 15 août, c'est l'Assomption, hein. Je me trompe ou pas si je dis que la cloche Marie-Jeanne qui ne sonne qu'une seule fois par an, elle sonne ce jour-là? Oui. C'est ça, hein? Oui, alors si elle peut sonner.
Si elle Parce que parfois, elle ne sonnera pas. Ouais, c'est pas évident. On va faire des essais avant. Voilà. Alors, ça dit quelque chose de fort sur ce que représente cette journée. Oui, de fort. Alors, je suis membre de l'EAP, mais aussi sacristine. Donc, mon implication dans l'organisation du 15 août, qui serait une première pour le Père Rémy aussi, c'est aussi le matin, c'est la fête de Marie, donc la messe sur la place d'Armes, avec 1500 personnes, avec coordination avec la mairie qui installe l'hôtel, le Barnum, et ainsi tous les sièges pour toutes les personnalités, maires, députés. Là aussi, ça attire beaucoup de monde. Beaucoup de Des monde. milliers. On va jusqu'à 1500. Et donc ça commence, la messe est toujours vers 10h, et il y a une procession qui part de l'église avec le prêtre, diacre, tous les enfants de chœur et les bannières, ainsi que Marie portée, qui est à l'honneur bien sûr ce jour-là. Et devant l'autel, on met Marie devant cet autel qui est en plein air, et ainsi que les gerbes, parce que des gerbes vont être bénies et envoyées par la SNSM en mer, soit tout de suite après, avec une procession vers les bateaux, soit l'après-midi, suivant les marées. Ça, c'est une tradition qu'on retrouve un peu dans toute la Bretagne, le 15 août, avec le jet de gerbes dans la mer. Tout à fait. Ils sont très pieux, les Bretons, et très festifs, non, Père Rémy, très tout ce qui est tradition, folklore, ils sont très attachés à ça. C'est ce que vous découvrez un petit peu? Oui. Puis si moi je suis très attentif à cette piété populaire. La foi chrétienne a quelque chose c'est une des dimensions qu'on peut très vite oublier, surtout dans la culture occidentale assez intellectuelle, ça passe aussi par les pieds, ça passe par la sensibilité, ça passe par le corps. Les traditions comme ça nous le rappellent aussi. Anne-Charlotte, cette fête, elle attire des vacanciers, des croisiquets, des familles de marins. C'est une des rares occasions finalement où tout le monde se retrouve ensemble dans l'église, peut-être avec le pardon de Saint-Guénolé aussi, je sais pas. Ces deux fêtes, elles rassemblent largement, pas seulement les pratiquants. Ah oui, beaucoup les estivants et beaucoup le Pouliguen, Bas-sur-Mer, tout le monde se retrouve là. Pour cette fête, c'est pour ça qu'il y a autant de monde et beaucoup d'estivants. Oui. C'est le cas aussi pour le pardon de Saint-Guénolé. Oui, bien sûr, oui, beaucoup d'estivants. Les gens du pays viennent quand même pour la messe, mais et pas forcément des pratiquants qui viennent à la messe à ce moment-là. Oui, pas forcément des pratiquants. C'est vrai, on voit des gens qui tiennent à venir le jour du pardon. Oui. Et pour la fête, vous disiez pour le 15 août, il y a une grande connivence, un grand travail partagé avec la SNSM, avec la ville. C'est moins le cas peut-être pour le 15 août, pour le pardon de Saint-Guénolé? Est-ce que vous travaillez aussi beaucoup avec la ville? Oui, bien sûr, la ville. Ah si, c'est vrai pour les deux alors. Oui, on fait des courriers. La ville nous aide notamment pour installer un grand barnum, un pupitre, les micros dans la chapelle du Mûrier. La ville est très aidante. Oui, nous aussi, au Croisic. Oui. La ville, on travaille en symbiose avec eux, et puis il y a beaucoup pour l'organisation. Combien de temps à l'avance on prépare ce genre de fête? Oui. Pardon, vas-y. Pour le pardon de Saint-Guénolé. C'est un an à l'avance. Je sais que l'équipe du pardon se réunit tous les mois, toute l'année, pour préparer le pardon, oui. Et nous, au mois de mai, la mairie nous réunit pour voir qui va faire quoi, à quel moment. Il y a des chaises à mettre, il y a à quel moment nous devons faire telle chose. Donc il y a une coordination qui est quand même intéressante. Et puis ensuite, le matin, très tôt, on installe avec ma collègue aussi qui est sacristine, et puis on installe tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Juste le pardon de Saint-Guénolé, on reçoit le pardon lors de la messe, ou ça n'a rien à voir? Parce que le pardon de Saint-Guénolé... ça a quand même une résonance avec le pardon, je pense, ce jour-là. Oui, c'est quand même spécifique au pardon breton, quoi, qui ont...
Peut-être qu'au niveau de la liturgie, vous savez pas encore, Père Rémi Crochu. Pas encore. Pas encore. Alors on en reparlera. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Dans quelques instants, on reste avec Marie-Annick Nicole et j'accueille aussi Bruno de Saint-Salvi pour parler d'une autre tradition musicale bien ancrée dans cette paroisse, les concerts dans les clochers. C'est tout de suite. C'est le tour des clochers. Et il est 7h54 dans cette paroisse. Les clochers ne résonnent pas seulement des cloches, ils résonnent aussi de musique classique. Cet été, comme les précédents, des concerts sont organisés à Bas-sur-Mer et au Pouliguen. Alors Marie-Annick Nicole, vous êtes au cœur de cette tradition à Bas et ça dure depuis 53 ans. Oui. Et Bruno de Saint-Salvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous organisez les mercredis musicaux à l'église Saint-Nicolas du Pouliguen. C'est ça. Marie-Annick, 53 ans de concert à Bas, comment est-ce que tout ça a commencé? Qui a eu cette idée à l'époque? Cette idée folle? Moi, il y a 53 ans, je vous le dis tout de suite, je n'y étais pas. Non, on imagine. Mais si vous voulez, à l'origine, il y a 53 ans, l'orgue de l'église de Bas avait besoin de très importantes restaurations. Le curé d'alors, le père Henri Béliard, a donc décidé avec le maire de l'époque, qui était Monsieur Pierre Leberche, ils ont décidé de faire restaurer l'orgue. Alors ça avait quand même été un coût assez important. Ensuite, une fois que l'orgue a été restauré, ils se sont dit on pourrait faire des concerts l'été dans l'église de Bas. Pour profiter de ce nouvel orgue. Pour en profiter. Et du coup, ils appelaient ça comme on le fait toujours d'ailleurs, les soirées musicales et familiales, parce qu'ils voulaient que ce soit vraiment à la portée de tout le monde, ouvert à tous, avec entrée libre. Et du coup, depuis, il y a les gens se sont succédés pour l'organisation, bien sûr. Moi, j'y suis depuis 2008 et nous organisons des concerts tous les jeudis à Bas à 21h. Et c'est vous qui sélectionnez les artistes, justement? Oui. Alors forcément, depuis 2008, on arrive à avoir un bon carnet d'adresses à la longue. Et ce qu'il y a de bien avec les musiciens, c'est que souvent, ils ont plusieurs formations. Souvent, ils me disent, si tu veux, l'année prochaine, on peut venir avec tel et tel instrument. Donc, on arrive à faire des beaux programmes. Alors moi, je prends toujours mon temps pour faire la programmation parce que j'aime bien varier. Pour que les gens découvrent un maximum d'instruments et de voix, bien sûr, parce qu'on essaie de venir aussi des chœurs ou des chorales de temps en temps. Et ça fonctionne très bien. Les gens aiment bien venir à nos concerts. Et Bruno, les mercredis musicaux au Pouliguen sont également assez anciens. Le Pouliguen a inauguré en 2017 aussi un orgue exceptionnel. Oui, alors l'ancienneté des mercredis musicaux, je ne la vous n'étiez pas là non plus. Précisément, ça fait 8 ans que je m'occupe de ça. Donc il y a eu un nouvel orgue en 2017. Il est devenu un attrait particulier pour les musiciens que vous invitez? Alors, pour ces mercredis musicaux? Pas totalement. Non. Pas totalement, et on essaye depuis plusieurs années de faire venir de plus en plus de formations musicales qui utilisent l'orgue. Et donc quel répertoire vous choisissez alors? Alors, moi je dirais que les soirées musicales, qu'elles soient d'ailleurs dans les 3 clochers, ont beaucoup de succès. Beaucoup de succès auprès du public, qu'il soit local, de chacune des communes, voire de la presqu'île guérandaise, et aussi de tous les touristes de passage. Et également beaucoup de succès auprès des artistes. Et je rejoins Marie-Annick, on a des carnets d'adresses qui sont assez remplis, on a surtout beaucoup de demandes. Et au fond, l'établissement de la programmation, c'est plus de la sélection pour arriver à faire une programmation variée et qui rentre dans les critères qui sont les nôtres, plutôt que d'aller chercher et de démarcher pour essayer d'obtenir des artistes. Oui. On a beaucoup de demandes. Alors après, le répertoire, on essaye de mettre, je crois, Marie-Annick me contredira peut-être, mais beaucoup de musique sacrée, ou le plus possible, de la musique classique, parfois de la musique populaire. Moi, j'ai un excellent souvenir, il y a 3 ans, d'avoir reçu la chorale d'hommes de Bretagne, donc un chœur de 50 choristes
que des hommes venant des 5 départements historiques de la Bretagne, et ça a été quelque chose de magnifique. Alors c'était de la, je veux dire, de la musique populaire. Oui. Beaucoup de musique sacrée, parce que finalement le cœur sacré des Bretons s'exprimait beaucoup à travers leurs chants, mais pas seulement. Et c'était fabuleux, quoi. Voilà, donc on tourne autour de musique sacrée, musique classique et musique populaire. Enfin, et on s'approche des 8h. Alors je suis désolée, je vais devoir vous couper, mais merci beaucoup à tous, Nathalie, Marie-Annick, Anne-Charlotte, Bruno, pour ces témoignages sur la vie si particulière de la paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage. Eh bien, après le top horaire, nous partions à la découverte de cette paroisse côtière avec Dominique Foucard et avec les sœurs Monique et sœurs Denise. À tout de suite. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Et on rejoint donc Tiffaine. Tiffaine, vous êtes toujours en direct de la paroisse de Saint-Yves de la Côte-Sauvage. Et tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce tour des clochers en direct de Saint-Yves de la Côte-Sauvage. Et nous sommes au Croisic en compagnie toujours du père Rémi Crochu. Dans quelques instants, on se plongera dans l'histoire de la paroisse et de l'église du Croisic. Mais avant cela, on accueille 2 religieuses de la Providence qui vivent juste en face de l'église. Sœur Dominique Blin et sœur Monique Cadeau, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Vous faites partie de la communauté des religieuses de la Providence de la Pommeraye, présente ici au Croisic. Dans votre maison, vous êtes 4 sœurs. Vous avez entre 85 et 93 ans, vous êtes logés en plein centre du Croisic. La Providence de la Pommeraye, pour commencer, parlez-nous un petit peu de cette congrégation. Rapidement, son histoire, de qui ça vient, quand est-ce qu'elle a été fondée? Voilà, la congrégation des Sœurs de la Providence est née en 1825. Elle a été fondée par une jeune femme de la Pommeraye, Marie Moreau, qui était née en 1788, c'est-à-dire à la veille de la Révolution. Et dans ce pays des Mauges, elle a vécu la tourmente révolutionnaire. Et les habitants de la Pommeraye se sont révoltés contre la République, contre l'armée républicaine, et il y a eu beaucoup de désastres. Mais Marie Moreau était née dans une famille très chrétienne, et on pense que pendant son enfance, elle a dû vivre les événements liturgiques, elle a dû faire sa première communion, peut-être sa confirmation, dans la campagne, avec des prêtres qui étaient réfractaires et qui devaient se cacher pour pouvoir vivre leur ministère. Et à la Pommeraye, quand elle avait une dizaine d'années, il y avait une réfugiée, une sœur calvérienne, une bénédictine du calvaire d'Angers, qui avait dû quitter son couvent parce le couvent avait été pris par l'armée républicaine, et elle s'était réfugiée à la Pommeraye, mais clandestinement. Elle ne disait pas qu'elle était religieuse, mais elle réunissait les filles de la Pommeraye, les enfants, pour leur faire la classe. Et Marie Moreau avait donc été scolarisée par cette dame qui attirait beaucoup Marie Moreau, et même un jour elle est allée chez elle et la dame lui a dit qu'elle était religieuse, et même Marie Moreau lui a dit mais prenez votre habit, et elle a pris son habit, et Marie Moreau a dit ce jour-là je serai religieuse. Et voilà, la révolution s'est terminée, et puis Marie Moreau a enseigné. Elle a repris les enfants de l'école avec d'autres jeunes filles parmi les aînés de la Pommeraye. Et l'évêque d'Angers a vu un jour donner la confirmation, et le curé leur a présenté ce petit groupe qui se donnait à la prière et au service des enfants et aussi des malades. Et l'évêque d'Angers leur a donné la règle du tiers ordre du Carmel. Et à partir de ce moment-là, elles ont commencé à vivre selon cette règle, dans la prière et surtout dans le service des enfants et des malades. Et
l'évêque aussi a envoyé une tertiaire du Carmel qui habitait à la Tessoile à côté de Cholet pour donner une formation à la spiritualité du Carmel, à cet embryon de congrégation religieuse. Et Marie Moreau a fait ses premiers vœux, son premier engagement en 1825, et c'est la date de la fondation de la congrégation. Et quelle est justement la spiritualité propre à votre congrégation? Alors, la spiritualité de la congrégation, c'est celle du Carmel. Nos maîtres spirituels, c'est Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux et beaucoup d'autres saintes du Carmel. C'est-à-dire que pour nous, l'oraison est très importante. La prière silencieuse, tous les matins, 1 heure d'oraison. Et puis dans la journée aussi, ce qu'on appelle la vie intérieure, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Thérèse d'Avila nous dit « Regardez-le, lui ne vous quitte jamais des yeux ». Donc c'est en fait cette ligne de la présence, de la rencontre avec Dieu, pour le refléter sa présence là où on va, là où on est envoyé. En particulier on est envoyé vers les plus pauvres. Donc Carmel ne veut pas forcément dire être enfermé, Non. On peut avoir cette idée-là, mais pas du tout. Non. Et vous, sœur Monique, sœur Denise, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette congrégation, personnellement, chacune? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas choisi, je ne connaissais que ces sœurs-là, et je ne me suis même pas posé de questions. Mais quand je suis rentrée en 1953, on n'avait pas renouvelé notre affiliation au Carmel. C'est-à-dire que pendant des décennies, on avait été formés par des jésuites et on avait un peu oublié qu'on était du Carmel, mais avec l'aggiornamento, après le concile, on a retrouvé nos origines carmélitaines. Et moi, j'ai été formée avec des pères carmes, enfin au noviciat, on accueillait des formateurs qui étaient des carmes, pour justement nous former dans ce sens du Carmel. Et sœur Denise, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette congrégation? Alors, moi aussi, j'ai connu les sœurs de la Pommeraye dès l'école primaire. Ouais. Je ne sais pas si c'est elles qui m'ont donné envie d'être religieuse, je ne sais pas. Mais en tout cas... Et est-ce que c'est le fait que, parce que c'est ce qu'on s'était dit par téléphone, c'est que la mission originale de la Providence, c'est l'enseignement et les soins. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint? Oui, la fondatrice, elle a à la fois enseigné les enfants, elle a soigné les malades, et ça a été toujours dans cette ligne. Bon, ça s'est élargi après au service social. La fondatrice, elle essayait toujours de répondre aux besoins de son temps. Et c'est un peu cette ligne aussi que, avec les années, on essaie de voir quels sont les besoins et puis aussi nos possibilités. Vous êtes au Croisic depuis combien de temps? Alors, moi, ça va faire 5 ans au mois de septembre. Moi, ça fait 2 ans et demi. Mais j'ai vécu 50 ans de ma vie comme missionnaire en Afrique de l'Ouest. Ça change beaucoup, j'imagine. Ça change énormément. Je suis partie en 1961 parce que j'étais volontaire et je suis rentrée en 2013. Alors vous voyez le long périple. Et alors vous avez dans votre maison, vous êtes 4. Oui. Et vous avez entre 85 et 93 ans. C'est une communauté qui avance en âge, mais qui reste une présence vivante. Aujourd'hui, votre mission, c'est avant tout une présence. Comment est-ce que vous la vivez concrètement? Alors concrètement, d'abord, la prière, c'est pour nous très important. Et dans notre prière, on porte tous ceux et celles qui nous entourent. Et on porte aussi tous les problèmes du monde. Ça, c'est important parce que pour nous, c'est la rencontre avec le Dieu vivant qui est vraiment notre spécificité. Et après, on est envoyé vers nos frères et sœurs des alentours. Alors les malades, sœur Denise, elle fait partie de l'aumônerie de l'hôpital. Exactement. Moi, je vais visiter beaucoup aussi des personnes à la maison de retraite, des personnes en solitude à domicile.
Et puis, je fais partie d'une équipe du Rosaire que j'aime beaucoup, parce que nous formons une vraie communauté ecclésiale, si on peut dire. On se retrouve chaque mois autour d'une parole de Dieu, on prie ensemble, on partage nos intentions de prière, et ça, pour moi, c'est un lieu vraiment, un lieu de vie de l'Église. Au milieu de la population. Et Sœur Denise, cet engagement à l'hôpital, c'est important pour vous? Oui. Ça apporte beaucoup? Ça m'apporte beaucoup parce que je fais des belles rencontres quelquefois avec les malades qui sont là, qui nous accueillent en général très très bien. Et ici aussi, au centre, dans le Croisic, vous êtes une présence réelle. Les gens viennent vers vous ou vous allez vers les gens? Il y a les deux. Il y a les deux. Sœur Agnès, qui est avec nous aussi, elle va au centre Saint-Jean-de-Dieu avec les personnes en situation de handicap. Et elle aime beaucoup cette présence avec les plus pauvres. Quand vous regardez cette communauté paroissiale ici, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Ben c'est quand on sera parti, il y aura toujours des éléments, il y aura toujours des chrétiens pour continuer à vivre ce qu'on vit actuellement, nous, en petite communauté. Je suis sûre que l'équipe du Rosaire continuera. Bon, on a semé et voilà, la moisson fleurira, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, mes sœurs. Merci, Sœur Denise. Merci, Sœur Monique. Votre présence discrète et fidèle au cœur du Croisic, c'est un beau témoignage. Merci d'avoir partagé cette matinale avec nous. Tout de suite, Dominique Foucard nous fait voyager dans l'histoire de cette paroisse et de ses clochers. C'est le tour des clochers. Dominique Foucard, bonjour. Prenez place. Parce qu'il y a du monde ce matin. On est autour d'une table dans une petite salle de la maison paroissiale et les gens sont nombreux. Il y a beaucoup à passer derrière le micro, mais aussi beaucoup à venir écouter. Vous êtes membre actif de l'association des Amis de Notre-Dame de Pitié du Croisic. Oui. Cette association qui, depuis 1991, œuvre à la restauration et à la valorisation de l'Église. Chaque été, avec une vingtaine de bénévoles, vous accueillez les visiteurs pour leur faire découvrir l'histoire de l'Église à travers ses vitraux. L'été dernier, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été directement contactées. C'est bien ça? À peu près, oui. On n'a pas compté exactement. Alors ce matin, c'est vous qui allez nous guider. Dominique Foucard, cette paroisse, elle remonte à quand exactement? Quel est le point de départ? Alors, le début de la vie religieuse au Croisic, c'est au VIe siècle, avec l'évêque de Nantes, Saint-Félix, qui vient faire les premières conversions. En même temps, d'ailleurs, à Bas, il y a le même vitrail à Bas et au Croisic pour raconter la même histoire. D'accord. De Saint-Félix qui vient nous évangéliser. Bon, ensuite, je passe directement au Xe siècle, où là, le duc de Bretagne, Alain Barbetorte, fait don de l'île de Bas, ce qu'on appelait l'île de Bas, c'était le Pouliguen, Bas, le Croisic. Fait don de l'île de Bas aux moines de Landévennec pour les remercier de l'avoir aidé dans la guerre contre les Vikings, les Nords. Et donc les moines s'installent. Et puis c'est vraiment le début de la paroisse. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, l'île de Bas tout entière est une seule paroisse. Oui, c'est ça, les clochers les trois étaient déjà réunis comme aujourd'hui. Il y avait pas vraiment des clochers, il y avait une église à Bas et puis une petite chapelle certainement au Croisic et je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir au Pouliguen. Oui, il n'y avait pas encore les églises actuelles. Il n'y avait pas encore grand-chose. Hein. Mais enfin, on a été une seule paroisse pendant 500 ans. Plus que ça, presque 700 ans. Et en fait, je passe sur toute l'histoire, sinon il y en aurait pour trop longtemps. Mais ce n'est qu'en 1765, de mémoire, que le Croisic devient une paroisse indépendante. Et on ne l'est resté que 250 ans, à peine, puisque en l'an 2000, on a réunifié les trois clochers dans notre paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage, qui représente, qui donc rassemble ces trois clochers-là. Et alors, l'église Notre-Dame de Pitié du Croisic, elle a été construite quand? Alors, la construction a commencé en 1494. Ça a duré une trentaine d'années à peu près. Donc début du XVIe siècle. Hein. C'est une église en ce qu'on appelle le gothique breton. Elle n'a pas de croisée du transept. Elle a des très grandes baies, parce que parfois il n'y a pas de soleil dans la région, donc il faut que la lumière puisse rentrer facilement. Et c'est l'un des points extraordinaires du Croisic, c'est que les vitraux, rien que par les vitraux, on peut raconter l'histoire de la communauté du Croisic.
Il y a un premier vitrail qui représente Saint Félix en train de baptiser les croisiquets, un endroit qu'on appelle le crucifix, où il y a une chapelle. Puis après, en face, il y a un autre vitrail qui raconte l'histoire de Saint Christophe. Alors, qu'est-ce que fait Saint Christophe au Croisic ? C'est qu'autrefois, jusqu'au milieu du 19e siècle, le chemin le plus sûr pour venir au Croisic, c'était pas la route de bas que vous avez prise ce matin pour venir. Oui. C'était une route inondable entre Guérande et le Croisic, qui traversait le Trait, à marée basse évidemment. Donc elle est beau être plus sûre que les chemins dans les dunes. C'était quand même un peu risqué, donc on ne pouvait pas toujours y aller. Si la mer est haute, on peut plus passer. C'est comme le goût de Noirmoutier. Oui. Donc on faisait une petite prière à Saint-Christophe avant de traverser le. D'où la présence de Saint-Christophe sur le vitrail. Après, si je continue sur l'histoire du Croisic, le vitrail, l'un des vitraux à côté, c'est celui de Saint-Antoine de Padoue, donc un capucin. Oui. Alors pourquoi un capucin ? Parce que des capucins sont venus prêter main forte au Croisic à une certaine époque, au XVIIe. Et pourquoi ? C'est parce que les capucins avaient des comptoirs partout dans le monde et qu'ils étaient très pratiques pour apporter des nouvelles des marins du Croisic qui étaient partis. Les familles ainsi avaient des nouvelles. Donc les capucins ont été très très appréciés par les croisiquais pendant 2 siècles. Et là, c'est mal terminé à la Révolution, mais c'est une autre histoire. Oui, on va y venir à la Révolution. La Révolution qui a laissé des traces profondes. Qu'est-ce qui a été perdu et comment l'Église a été relevée au XIXe siècle ? Le Croisic, de par sa sociologie, très ouverte vers le large, les idées nouvelles. Donc, pour ça que le protestantisme au Croisic est beaucoup moins à bas, par exemple. Et le Croisic était également très ouvert aux idées révolutionnaires. Qu'est-ce qui fait que c'était ouvert aux idées révolutionnaires ? Parce que les gens voyageaient beaucoup, alors qu'ils étaient à bas, on voyageait moins. Donc, ouvert à ces idées révolutionnaires, ça a fait des tensions dans le Croisic. Donc la Révolution a laissé des traces, même encore maintenant, les gens ne se rendent pas compte, mais ils me racontent des histoires qui datent de leurs ancêtres, c'était étonnant. Oui. Donc la Révolution a fait quand même pas mal de dégâts dans l'Église, puisqu'il y a un régiment qui est venu, qui s'est installé, qui a enlevé les dalles pour pouvoir faire manœuvrer ses chevaux à l'intérieur de l'Église. On a cassé tous les vitraux, on a bien sûr cassé tout ce qui était meuble. Et donc à la fin de la Révolution, l'Église était dans un piteux état. Et il a fallu pratiquement 60 ans pour remettre l'Église dans l'état que l'on connaît maintenant, grâce à en particulier un prêtre qui s'appelait le Père Bigarré, qui a dédié tout son temps et sa fortune à remettre l'Église d'aplomb. Il a fait remettre des dalles, il a financé les bancs, qui sont encore les bancs actuels, et puis toute la série des vitraux. Donc, alors, je vais pas vous passer tous les vitraux, mais il y en a un sur Saint-Goustan, parce Saint-Goustan est venu aussi au Croisic. En fait, il venait de Saint-Gildas de Ruy, il était envoyé dans l'Anjou pour rétablir une communauté, puis il a dû se tromper de chemin. Donc, au lieu de passer au sud du Croisic, il est passé au nord. Et là, évidemment, il est tombé sur les rochers. Donc, il a fait naufrage à la plage Saint-Goustan. D'accord. Donc il y a encore une chapelle là-bas qui est bâtie sur l'endroit où Saint-Goustan, fatigué de son naufrage, s'est endormi, et le rocher compréhensif s'est un peu amolli pour permettre à Saint-Goustan de mieux se reposer. Donc il y a encore la trace de Saint-Goustan sur le rocher. Hélas, on ne peut pas le voir souvent parce que maintenant c'est d'une propriété privée. Donc, dommage. C'est seulement aux journées du patrimoine, une fois tous les 2-3 ans. Mais il y a combien de vitraux dans cette église ? Il y en a 16, 17. Ouais. Et qui raconte toujours un point de... Oui, alors le dernier vitrail peut-être sur lequel c'est le vitrail qui étonne tout le monde, c'est la Grande Verrière, qui détonne complètement par rapport au reste, puisqu'elle a été faite en 1968. Ah oui. Alors elle détonne, mais en réalité, moi je la trouve très belle. Et 90% des gens qui viennent la trouvent très belle. On la voit, c'est ça ? Vous me faites un signe. Parce qu'en fait, la maison est collée à l'église, il faut le dire. Et donc là, je me penche un peu et je peux voir le vitrail. J'irai voir tout à l'heure la Grande Verrière. Alors pourquoi est-ce que cette verrière a été refaite en 68 ? C'est une marque aussi du fait qu'on est un pays de tempête. Ah oui. Et la verrière précédente, qui avait été faite vers 1865 de mémoire, en 1964, il y a eu une belle tempête. Et tout s'est écroulé.
Donc il a fallu refaire cette verrière. Et comme c'était la période post-conciliaire, on en a profité pour dégager l'ancien hôtel et donc dégager l'hôtel du fond pour avoir une messe face au peuple. Et puis une verrière moderne derrière qui a fait jaser beaucoup, qui fait encore beaucoup parler, mais que moi personnellement le dimanche matin pendant la messe et que quand le soleil tape dessus, ça offre des distractions. Non mais c'est assez pendant céleste. Le sermon du curé. C'est assez céleste. Ouais. Mais alors il y a des trésors remarquables dans cette église, les vitraux, vous le disiez, il y a des statues, les cloches, l'orgue. Qu'est-ce qui vous touche le plus personnellement? Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est la cloche. Ah. Parce qu'il y a eu toute une série de cloches, mais il y en a qu'une qui a résisté à la Révolution. Elle était trop haut dans le campanile. Elle s'appelle la Michel. Elle s'appelle Michel. La Michel ou Michel? Michel. Ou la Michel, on dit souvent la Michel. Oui, parce que les cloches ont des prénoms féminins. Oui. C'est ce que j'ai découvert il y a quelques années lorsque pour le Tour des Clochers, nous étions à Guérande, Oui. dans le Pays Blanc. Et donc la Michel, elle date de 1535, je crois. Donc elle aura bientôt 500 ans. Ah oui. Et moi, je fais toucher du doigt aux gens le fait que quand ils entendent les heures, c'est la Michel qui sonne les heures. Mais elle sonne les heures depuis près de 500 ans. Donc quand vous écoutez les heures sonner, vous vous dites que ça fait 500 ans que les croisiquets l'entendent. Oh là là. C'est la même cloche. Ouais. Alors elle doit être un peu déformée à force de frapper. Elle a dû changer un peu de son aussi. Elle a dû baisser un peu monter par l'usure. Mais enfin bon, c'est quand même... les bancs aussi. Ouais. Mais les bancs, ils ont 165 ans. Vous imaginez le nombre de personnes qui se sont assis là, qui ont pleuré, qui ont prié, qui se sont embêtés peut-être, je ne sais pas, pendant le sermon du curé. J'ai rencontré des croisiquets qui me disaient, bah oui, moi j'étais là quand j'étais gamin, sur les bancs. Donc les bancs du croisic, ça montre comment une église dans un village, elle est un trait d'union entre le passé et le présent, et j'espère le futur, et que tout le monde, croyant ou pas croyant, peut se retrouver. Parce que c'est vraiment c'est la mémoire. C'est une grande partie de la mémoire d'un village. Et c'est pour ça que tous les étés, vous êtes une vingtaine de bénévoles, vous accueillez... Alors, c'est pas tous les étés, on a commencé l'an dernier à faire ça. Mais bon. Bon, alors chaque été à partir de l'année dernière... J'espère que dans 10 ans, on pourra dire tous les étés. Oui, mais vous avez beaucoup de monde. L'année dernière, vous avez eu 1000 personnes. Alors, en fait, on a le nombre de personnes qui rentrent dans l'église en un mois, on a estimé ça, mais au moins 5000 personnes. Oh là 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 là, je dis 1000, mais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont pas... Quand on leur propose une visite, ils disent non. Il y en a d'autres. Pourtant, il y a tellement de choses. Vous nous racontez tellement de choses qu'on a envie de suivre la visite. Oui. J'avais une question sur. Donc en 2004, les 3 paroisses fusionnent. C'est ça? Je me trompe 2004, pas? C'est ça, oui. Les autres églises, elles ont été construites. Parce que du coup, on a parlé de l'église du Croisic. L'église principale de Bas, elle est un peu plus ancienne. Oui. Puisque, en fait, le Croisic a souvent suivi Bas à 30 ans d'intervalle. D'accord. L'église du Croisic a 30 ans de moins que celle de Bas. Enfin, celle de Bas avait des pierres antérieures, date du XIIIe et peut-être avant. Le campanile du Croisic date de 30 ans après celui de Bas, etc. Par contre, l'église du Pouliguen est beaucoup plus récente, elle est 19e. Le Pouliguen s'est développé beaucoup plus tard, lorsque la Baule, une Baule, c'est une bande de sable. Donc la Baule s'est constituée vraiment au XIXe siècle. Il y a des gens qui se sont installés de plus en plus au Pouliguen, qui était un tout petit port. Et là, il y a eu cette église. Il y a eu des chapelles avant. Il y avait une belle chapelle dans laquelle de temps en temps il y a la messe d'ailleurs en semaine, la chapelle de Pin-Château. Mais l'église actuelle du Pouliguen, où est l'orgue dont on parlait tout à l'heure, elle date du XIXe. Vous avez découvert toutes ces histoires, Père Rémy, quand vous êtes arrivé? Vous êtes renseigné sur les histoires des églises? J'ai un souvenir incroyable de cette visite avec Dominique au Croisic. Mais vraiment un moment de pur bonheur que je revis là en l'écoutant à nouveau. Parce que ce qui était très touchant dans l'écoutant, et puis alors, là encore, c'est de sentir que il est attaché bien sûr au patrimoine, aux pierres et tout ce que vous voulez, mais on sent l'épaisseur de l'histoire d'une communauté. Je me disais en t'écoutant à l'instant, une église, c'est le tabernacle de la communauté. Ouais. Et il y a la communauté, elle est là, c'est le Saint-Sacrement si vous voulez. Et elle a c'est des siècles et des siècles de vie chrétienne, de prière, d'élan vers Dieu.
dont nous héritons et nous nous inscrivons dans cette continuité. C'est très fort. Merci beaucoup infiniment Dominique Foucard pour ce voyage dans les siècles. L'histoire du Croisic se lit dans ses pierres, ses vitraux, ses cloches. Une communauté qui a su traverser les siècles et qui continue de s'y attacher. Au Croisic, il y a aussi le sel, véritable patrimoine que Jean-Charles Nicole, artisan et fils de paludier, connaît bien. Il nous racontera l'histoire des marais et la récolte du sel. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Et Tiffaine, on vous rejoint. Bonjour. Bonjour à tous, merci Clara. Alors pour cette dernière partie d'émission, ce dernier quart d'heure du Tour des Clochers en direct du Croisic à la paroisse Saint-Yves de la Côte-Sauvage, nous recevons un enfant du pays qui a travaillé dans les salines avec son père. Bonjour Jean-Charles Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Au Moyen-Âge, parce que ça remonte au Moyen-Âge, en 945, les moines ont reçu les salines et les ont développées. C'est ce que vous m'avez expliqué. Exactement, oui, puisque, Dominique Foucard l'a dit tout à l'heure, on pense, on n'en sait rien, les origines des marais, mais on pense que les Romains, quand ils sont venus ici, connaissaient déjà la technique du sel sur le bord de la Méditerranée. Et donc, il y avait déjà des gens qui faisaient du sel ici, mais c'était une méthode différente. Ils faisaient chauffer la saumure dans des petits objets. Et eux, ils connaissaient la technique en Méditerranée. Ils ont commencé à créer les marais. Et quand les Vikings sont venus au Xe siècle, ont fait des ravages terribles dans la presqu'île et puis jusqu'à Nantes où ils ont été tués, l'évêque Saint-Goard. Alain Barbeteur, duc de Bretagne, les a chassés avec l'aide de l'abbé Jean de l'abbaye de Landévennec. Et pour le remercier, l'abbé Jean, de son aide à avoir chassé les Vikings, il lui a donné les salines de Bas, parce qu'autrefois, comme vous le savez, le sel avait une très grande importance. Oui, une très grande valeur, le sel. C'était même le mot sel vient de salaire. Les Romains étaient en partie payés en sel. Voilà, donc les moines sont venus, ont apporté avec eux le culte de Saint-Guénolé, parce qu'avant c'était Saint-Cyr et Sainte-Julite, mais qui sont toujours honorés à Bas, mais le saint patron de Bas, c'est vraiment Saint-Guénolé. Et donc on recoupe ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le pardon de Saint-Guénolé. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, on a des liens avec l'abbaye de Landévennec. Beaucoup de paroissiens y vont régulièrement. Et donc les moines, ont retroussé leurs manches, et certainement en embauchant les gens du pays, et ont énormément développé les salines pour extraire le sel. Et les salines se sont construites jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire. Alors les moines avaient déjà, levé le pied un peu, mais ils avaient quand même créé un prieuré à Bas qui existe, qui a été démoli, mais qui existe toujours près de l'église. Alors voilà. Et vous dites que le métier n'a pas changé depuis plus de 1000 ans. Non. On récolte le sel toujours de la même manière. Voilà. Comme je dis souvent, la seule chose qui a changé, c'est la roue caoutchoutée qui a permis de rouler, parce que tout est en argile. Autrefois, c'était des roues ferrées, donc ça défonçait l'argile. La roue de caoutchouc. Alors, les femmes, comme on peut voir les africaines, portaient le sel sur la tête. 35 kilos sur la tête, j'aime mieux vous dire que ça vous tasse les vertèbres. Oh la vache, je ne sais pas si on serait capable aujourd'hui. Alors jusqu'en 1950, c'était porté sur la tête. Et puis après, la brouette est apparue. Alors dans une brouette, on peut mettre jusqu'à 150 kilos, avec beaucoup, beaucoup moins de peine. Alors ça, c'est un gros progrès. Le deuxième progrès, pour récolter le sel, on a des grands manches qui autrefois étaient en châtaignier, des manches de 5 mètres. Alors d'abord c'est lourd, c'est pas très souple. Quelquefois, je me rappelle en plein été, le manche cassait. Que maintenant ils ont des manches en carbone. Ouais. Alors ultra léger et puis très pratique. Voilà, c'est les deux seules améliorations. Qui ne sont pas des moindres quand même, pour pouvoir améliorer. Votre grand-père et votre père étaient paludiers à Bas. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas vous-même ? J'aurais bien aimé être paludier, mais dans les années 70, le sel se vendait très mal. Il y avait la concurrence des salins du Midi. Les gens utilisaient moins de sel aussi, parce que le frigo, a contribué. Autrefois, tout était conservé par le sel. Le frigidaire était arrivé quasiment dans toutes les familles. Donc, nos parents, mais moi, il manque une génération. Tous les gars de mon âge, leurs parents leur ont dit apprenez un métier.
Et puis après, vous faites ce que vous voudrez. Mais alors, il y en a quelques-uns quand même qui se sont accrochés. Il y a également des jeunes qui sont venus d'ailleurs. C'était l'époque du Larzac et tout. Alors, c'était des hippies, ceci, cela. Mais enfin, ils ont cherché... Enfin, c'était des hippies. On les prenait pour des hippies, mais je dis pas... Hein, voilà. Et puis, mais certains... Enfin, bref, ils ont fait en sorte que de trouver des clients, d'expliquer aux gens que notre sel avait beaucoup de particularités. Et puis de revaloriser aussi un peu le prix du sel, parce que les gars ne gagnaient pas leur croûte autrefois. Et si bien que, les débuts ont été très difficiles, mais il se trouve que maintenant, un paludier gagne très correctement sa vie. Alors, mais vous êtes artisan, mais vous avez quand même continué à travailler dans les salines. J'étais artisan ébéniste, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un atelier, mais c'était un hasard, hein, quasiment... en face les marais de mon père, donc je voyais mon père dans ses marais, mais moi j'étais sur mon établi avec mon rabot, mais ça me convenait tout à fait. Et quand mon père a pris sa retraite, il n'exploitait plus qu'une partie de la saline, donc ça remonte avant les années 2000. Donc étant en face, j'ai été rejoindre mon père, mais tout en gardant mon activité d'ébéniste quand même. Et le soir, je faisais je travaillais avec lui, quoi. Enfin, le soir ou même quelques fois dans la journée. On s'est jamais dit grand-chose, mais je pense qu'il était content de me voir. Et puis moi, j'étais content d'être avec lui. Et puis il me donnait des petites ficelles. Et puis voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le travail du sel ? Moi, ce qui me plaît dans le travail du sel, c'est que on est totalement dépendant de la météo. Hein. On peut pas. Vous pouvez vous énerver dans un travail classique avec les clients ou avec le téléphone qui sonne. Dans les marais, vous êtes votre patron. Totalement dépendant des éléments. Hein, et puis vous pouvez vous énerver contre les éléments, mais ça servira à rien. Voilà. S'il pleut, on attend que la pluie passe, et puis après on attend que l'eau s'évapore, puisque pour faire du sel, il faut évaporation. Le sel que vous récoltez, il sert à la consommation locale ou à l'export ? Non, alors moi j'étais un tout petit paludier, donc je vendais directement moi-même mon sel, mais autrement les négociants actuels, il y a au moins 3-4 grosses sociétés qui commercialisent le sel et qui développent à l'export le sel. Oui. Alors le bassin de Guérande, il recouvre Bas, Guérande et Saint-Molf. Voilà. Ça représente combien d'hectares de marais salants ? Environ 2000 hectares. C'est beaucoup ? Oui. Je ne me rends pas compte quand on ne connaît pas. Souvent, moi, je fais la comparaison. Vous avez dû entendre parler il y a quelques années de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Notre-Dame-des-Landes envisageait de prendre 2000 hectares de terre. Donc, moi, en me levant le matin, je regardais tous les marais salants et je dis, tiens, c'est comme si les marais salants disparaissaient. Voilà. D'accord, là, on se rend plus compte. Ça représente combien de paludiers au travail ? Environ 300 paludiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se récolte le sel ? Quelles sont les étapes de production du marais au cristal de sel ? Oui, actuellement, les paludiers commencent à remettre les marais en état parce que tout est en argile. Alors l'hiver, toute cette argile se dégrade un petit peu, donc il faut la refaçonner. Alors on a des outils en bois, puisque le bois étant artisan ébéniste, j'étais pas le seul, mais je fournissais des outils en bois pour les paludiers. Et étant au début des marais, les gars s'arrêtaient me prendre des outils. Alors donc oui, actuellement le travail du paludier consiste à remodeler tous ces petits ponts en argile, et puis également à vérifier que le fond du marais soit bien plan, parce que le secret pour faire du sel, il faut avoir de l'eau partout, mais le minimum d'eau pour qu'il y ait une évaporation maximale. Et alors dans la mer, si vous vous baignez dans la mer, vous buvez une tasse, vous dites c'est salé, il y a 30 grammes de sel par litre d'eau. Mais à force de circuler dans tous les bassins du marais, dans le dernier bassin, vous avez 270 grammes de sel par litre d'eau, obtenu par évaporation de l'eau douce. Donc c'est une réaction normale. À ce moment-là, le sel cristallise. Alors donc il y a le gros sel gris, plus ou moins gris ou plus ou moins blanc, mais parce qu'il a légèrement adhéré à l'argile. Et puis vous avez la fleur de sel qui, elle, flotte à la surface de l'eau et donc est parfaitement blanche parce qu'elle n'a pas adhéré à l'argile. Mais la fleur de sel, il n'y en a pas tous les jours. Il faut qu'il fasse très très sec. Il y en a, surtout quand il y a des vents d'est, là, on a de la fleur de sel qui est en quantité et puis en qualité parce qu'elle est très fine. Et ça veut dire que quand il y a beaucoup de pluie, il y a moins de fleurs de sel. Quand il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas de sel du tout. Hein. Mais il n'y a pas de sel du tout, mais la récolte se fait l'été.
Ah, uniquement l'été, enfin uniquement au jour de beau temps. Est-ce que là, par exemple, toutes les inondations qu'il y a eu, la pluie, ça va détériorer un peu la qualité du sel qu'on va récolter cet été? Non, parce qu'on a la chance d'être au bord de la mer et on a des trop-pleins, donc quand il pleut, à marée basse, l'eau s'évacue naturellement. Donc, mais forcément, avant de commencer à faire du sel, il faut quand même 3 semaines de chauffe. Alors s'il pleut jusqu'au mois de juin, c'est certain que en principe, le sel commence à la Saint-Jean et finit vers la Saint-Michel, c'est-à-dire du 24 juin à fin septembre. Oui, mais s'il pleut jusqu'à la Saint-Jean, c'est certain qu'à la Saint-Jean, il n'y aura pas de sel. Il y a des années, comme en 2024, il n'y a quasiment pas eu de sel parce qu'il n'y a plus quasiment tous les jours. Alors un paludier, justement, il récolte, un paludier seul, récolte combien de tonnes de sel en une saison? Et vous disiez, une saison, c'est 2-3 mois d'été maximum. Oui, voilà. La production d'un œillet, l'œillet, c'est le dernier bassin où on récolte le sel. La production moyenne d'un œillet est de 50 kilos par jour. Alors donc, un paludier dans une bonne saison peut faire 100 tonnes de sel. Et en mauvaise saison, beaucoup moins que 50. En mauvaise saison, il peut faire quelques tonnes ou même 0. Mais malgré les changements climatiques qu'on observe, vous me disiez là actuellement que les paludiers vivent très bien. Donc ça veut dire que tous ces changements climatiques n'impactent pas tellement les marais salants ? Non, parce que alors là je devrais pas dire ça, mais pour les paludiers c'est plutôt favorable parce que plus il fait chaud, on a des étés très chauds, plus il fait chaud, plus on récolte de sel. Alors donc même si les conditions météo avant n'étaient pas forcément favorables, tant que l'été est chaud. Oui, parce que si on a un mois de beau temps et puis que ça se prolonge, au bout d'un mois le sel se forme et si après il pleut pas, il y a une récolte journalière qui se fait. Ouais. En 2022, on a fait la moyenne d'un œillet, c'est environ 1,3 tonne de sel. Mais en 2022, on a fait 4 tonnes de sel à l'œillet. Donc, vous voyez. Mais alors, en 2024, il n'y a quasiment pas eu de sel. Mais l'avantage de la profession et du sel, c'est que c'est une marchandise qui se conserve. Contrairement à l'agriculture où il faut qu'ils vendent leurs produits tout de suite. Le sel, vous pouvez le garder 1 an, 10 ans, 100 ans, voire plus. Ouais. Et puis, petite chose, mais petit détail, autrefois, quand il y avait beaucoup de sel, il fallait le stocker, mais on le stockait, il n'y avait pas de hangar, il fallait le stocker dehors, et quand il pleuvait, alors il était recouvert d'argile, mais quand il pleuvait, ça faisait des ravines et tout, que maintenant vous mettez, depuis les années 60, la bâche plastique est arrivée, vous mettez une bâche plastique, c'est tout simple, mais ça protège, à peu de frais, ça protège le sel. Et si vous vous promenez d'en bas, vous verrez, il y a des tas énormes, des tas qui contiennent des milliers de tonnes de sel qui sont sous bâche. Et le jour où on en a besoin, on enlève la bâche et on prend le sel. C'est un métier dur quand même, on imagine un métier physique, parce qu'on dit que les paludiers, la récolte du sel est aisée, mais c'est quand même un métier difficile. C'est un métier physique, oui, mais qui dure pas. Le métier dure toute l'année, mais le gros effort est produit pendant l'été, évidemment, sous la chaleur. Et puis il faut tirer sur le manche du las quand même pour récolter. Un paludier peut faire 3 à 4 tonnes par jour de récolte de sel. Et puis il fait ces 3 à 4 tonnes, mais vous pouvez le multiplier par 10, parce que toutes les opérations, il faut le pousser, il faut le tirer, il faut le porter sur le tormet, il faut le mettre en sac et tout. Donc le sel peut être manœuvré 10 fois. Vous diriez que c'est quoi aujourd'hui les défis auxquels les paludiers sont confrontés ? Le défi, le niveau de la montée des mers aussi. Voilà. Donc finalement, le changement climatique a quand même un impact. Oui, c'est certain. C'est certain, le niveau de la montée de l'eau. Alors pour l'instant, si vous avez dû entendre parler de Xynthia il y a quelques années, là où il y a eu des gros débordements, il y a eu beaucoup de brèches dans le marais. On a moins parlé des marais salants que de la faute sur mer en Vendée, parce que heureusement chez nous il n'y a pas eu de mort, mais les marais étaient inondés complètement. Mais alors, comme tout est en argile, quand la mer pousse, ça a occasionné énormément de brèches et tout. Mais là, il y a une bonne solidarité et l'État a bien joué le jeu aussi. Il nous a envoyé des engins de toute la France et tout a été réparé. Et puis là, il y a 15 km de digues qui ont été faites à la fin du 19e, parce qu'autrefois, au Moyen-Âge, tout ça, quand il venait de tempête, tout était ravagé. Alors des fois, il y a même des saisons, peut-être bien, qui n'ont pas pu faire de sel, tellement que les marais étaient inondés.
Alors là les propriétaires se sont unis pour faire une quinzaine de kilomètres de digues en pierre et en argile. Mais alors, on a le droit de les restaurer, mais qu'avec les mêmes matériaux. Hein. Et puis les digues se sont un peu affaissées. Les moyens de communication, alors on amène toute ce qu'on appelle la terre, l'argile. On l'amène par des chalands, par la mer. Hein. Alors on charge les chalands à marée basse. On les remplit d'argile, on attend la marée haute pour amener le chaland, on le décharge. Alors tout ça c'est fait à la pelle avec les paludiers. Hein. Alors alors actuellement il y a des engins, il y a des pelleteuses qui viennent quand même, qui aident, mais c'est un problème complexe. Et puis il y a ces digues, mais il y a également on appelle ça les étiers, ce qui permet d'alimenter le marais jusqu'au cœur. Il y a presque 100 km d'étiers, et comme les étiers ont deux côtés, ça fait 200 km à entretenir. Donc si vous haussez les digues, mais que vous haussez pas les pénétrantes à l'intérieur, l'eau va déborder. Hein. Ce sera certainement un des gros problèmes. Oui, un défi à venir. Et Père Rémy disait que les paludiers, c'est pas un monde facile à approcher. On vous invite pas forcément. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous avez entendu quand Père Rémy a dit ça. Oui, Jean-Charles. J'ai entendu. Peut-être que vous allez pouvoir créer du lien. Il faut leur dire à vos amis paludiers, mais invitez le Père Rémy, il veut découvrir votre métier. Oui, alors autrefois les paludiers étaient de père en fils. Hein. Maintenant, il est venu des jeunes de toute la France attirés par le métier, parce que d'abord c'est un métier écologique. Hein. L'énergie, c'est le soleil, la matière première, c'est la mer. Il y a même des gens qui disent que le sel devrait être gratuit, parce que puisqu'on paye rien, ni l'énergie, ni la matière première, enfin, il y a quand même le travail. Oui, mais c'est tellement un beau métier que ça pourrait être gratuit. Mais enfin, bon. Non, tout métier mérite salaire. Merci infiniment, Jean-Charles Nicole, pour ce beau voyage au cœur des Salines, un patrimoine millénaire qui nourrit encore aujourd'hui notre région et notre identité. Merci à vous. C'est le Tour des Clochers. Et nous voici au terme de ce Tour des Clochers en direct du Croisic. Père Rémy, vous nous avez accueillis ce matin, vous avez entendu tous ces témoignages, la coordinatrice, les bénévoles, les sœurs, paludier. En ce temps de carême, on arrive là doucement vers la joie de Pâques. Quel message vous aimeriez adresser à nos auditeurs pour conclure cette matinale pour la minute qu'il nous reste? Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce tour de témoignage, c'est de sentir cette cohérence entre la vie à travers le temps, l'histoire du pays, l'histoire de la communauté chrétienne, et puis la vie aujourd'hui. On s'inscrit dans une continuité. Nous sommes de passage. C'est ça l'expérience d'une communauté aussi. Hein. On est des gens... Moi, je suis un maillon. On a évoqué plein de noms de curés. Ça m'a beaucoup frappé, ça aussi. Des choses, c'est étonnant. Vous faites partie d'une lignée, là. Il rentrera là-dedans. Et puis, il y en aura d'autres après, j'espère, en tout cas. Et ce qui est certain, c'est que ça rend très humble aussi, ça. Il y a à la fois il y a une belle exigence qui est là, à laquelle il faut essayer de répondre aujourd'hui en 2026, mais on voit bien que très humblement c'est quelque chose, c'est une vie de communauté qui perdurera. L'histoire du sel m'a intéressé tout de suite, parce que c'est vrai que le sel, c'est une image biblique et évangélique très forte. Mon Dieu, de savoir que le sel, ça se conserve sur parfois 100 ans, ça m'a intéressé. Parce que c'est mieux que nous. C'est comme le sel de l'évangile. Oui. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, ça ira au-delà de nous. Et vous vouliez, pour dernière chose, vous vouliez saluer un diacre de votre paroisse. Ça serait vraiment dommage de ne pas le nommer, parce que j'ai deux raisons. C'est que d'une part, un diacre, c'est une vocation très particulière au service de la communauté, comme vous savez, et on a la grâce d'en avoir un. Et puis, subsidiairement, c'est mon beau-frère. Et alors, il s'appelle Bruno Le Floch. Alors, bonjour à Bruno Le Floch. Merci Père Rémy pour cet accueil chaleureux. Merci aussi à Nathalie